On ne vous a jamais appris à apprendre. Seulement quoi apprendre? Il y a un fossé immense entre ces deux visions. Et c'est ce fossé qui explique pourquoi tant de gens mettent des années à maîtriser ce que d'autres comprennent en quelques mois. Josh Waitzkin en est la preuve vivante. Prodige des échecs, il a remporté plusieurs championnats nationaux dès son plus jeune âge. Puis il a tout plaqué pour devenir champion du monde de Tai Chi Push Hands, une discipline totalement différente, exigeant d'autres compétences. Une question revenait alors sur toutes les lèvres. Comment? Comment peut-on atteindre le sommet dans un domaine, puis tout recommencer et y briller à nouveau en une fraction du temps qu'il faut aux autres pour devenir simplement correct? Sa réponse dévoilée dans son livre « L'art de l'apprentissage » va vous surprendre. Ce n'est pas une question de talent, ni d'accumuler plus d'heures que les autres. Ce n'est pas non plus un don génétique mystérieux qui fixerait les informations ou révélerait les schémas plus vite. Il s'agit de comprendre une vérité que ni les échecs ni le tai chi ne lui ont enseignée. Comment apprendre et non quoi apprendre? Comment? Parce que l'école vous a seulement donné des matières. Elle vous a donné des manuels des dates limites et le stress d'examen mesurant le par cœur plutôt qu'une vraie compréhension. On vous a habitué à être noté sur votre capacité à retenir des données juste assez longtemps pour les recracher avant de tout oublier pour passer à la suite. Mais on ne vous a jamais transmis la véritable compétence d'apprendre. Cette faculté de prendre un sujet totalement nouveau, de le décortiquer, de l'assimiler et de l'incarner en une fraction du temps que les autres estiment nécessaire. Cette compétence existe, elle s'acquiert. Et croyez-moi, ceux qui la possèdent ne sont pas plus intelligents que vous. Leur journée ne dure pas plus longtemps. Ils ne bénéficient pas d'un niveau supérieur d'intelligence, de motivation ou de talent naturel. Ils ont simplement compris comment le cerveau humain acquiert de nouvelles capacités. Un secret que l'on ne vous a jamais enseigné et que vous n'avez jamais cherché. Car le système éducatif n'a pas été conçu pour créer des apprenants rapides. Il a été pensé pour former des élèves qui reçoivent et recrachent l'information sur commande, deux processus totalement différents. Recevoir un enseignement est passif. Apprendre est actif. Être enseigné, c'est recevoir. Apprendre, c'est construire. Bâtir une véritable compétence durable repose sur des principes précis. Les esprits les plus rapides les appliquent déjà, tandis que la majorité d'entre vous ne les a jamais croisés sous une forme structurée. Jusqu'à aujourd'hui. 7 principes. Chacun d'eux s'appuie sur la science des neurosciences, comment le cerveau crée de nouvelles connexions et ancre un savoir durable. Chacun est applicable immédiatement à vos projets actuels ou à tout ce que vous rêvez de commencer à apprendre. Ensemble, ils vont transformer votre rapport à l'étude et accélérer votre capacité à progresser pour le restant de vos jours. Avant de commencer, écrivez ceci dans les commentaires et pensez-le sincèrement. J'apprends vite, j'applique encore plus vite. Un cesser de consommer, commencez à construire. Le cerveau apprend en agissant, pas en regardant. Dans son ouvrage, Josh Waitzkin décrit ce concept clé sous le nom de rétrécir les cercles. L'idée centrale est que la vraie maîtrise ne consiste pas à accumuler les savoirs, mais à approfondir un nombre restreint de sujets. Il s'agit de s'approprier les mouvements et les principes de base d'une discipline pour s'y investir pleinement. Les pratiquer minutieusement au niveau micro pour qu'ils deviennent des automatismes ancrés dans votre chair plutôt que des gestes réfléchis. Et l'unique moyen de rétrécir ces cercles de toucher à cette essence, c'est l'action concrète. Pas en observant un expert, pas en lisant des théories sur le sujet, mais par l'expérience unique et irremplaçable de l'effort personnel en vous confrontant directement à vos propres limites. Malheureusement, la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils consomment bien plus qu'ils ne bâtissent. Ils accumulent les tutoriels au lieu d'essayer, lisant sur la pratique plutôt que de s'exercer vraiment. Ils empilent des connaissances théoriques sur la méthode au lieu de tenter concrètement de réaliser l'action. Et ils s'étonnent de ne pas acquérir cette compétence que seule l'action peut forger. Rappelez-vous, votre cerveau ne crée pas de connexion neuronale en recevant passivement des données. Il se transforme quand vous osez essayer. En vous engageant activement avec la matière non plus comme simple spectateur, mais comme bâtisseur de votre propre savoir sur le terrain. Ce n'est pas un vain discours de motivation. C'est une réalité biologique. Quand vous observez quelqu'un, certains neurones s'activent par mimétisme. Mais quand vous agissez vous-même, c'est un réseau infiniment plus vaste et complexe qui s'allume au cœur de votre cerveau. Et ce sont précisément ces connexions nées de l'engagement physique et mental qui créent le vrai savoir-faire.
Celle issue de la simple observation ne génère qu'une illusion de compréhension, ce qui est totalement différent. Cette illusion vous fait croire que vous apprenez, alors que vous ne faites que consommer. Vous avez sûrement déjà vécu cela. Cette fameuse vidéo explicative si limpide que vous aviez l'impression de tout maîtriser sur le bout des doigts. Mais dès que vous avez voulu vous y mettre, tout s'est volatilisé. Il ne restait que le souvenir d'un autre qui réussissait sous vos yeux. L'illusion de savoir et la capacité réelle de faire naissent de chemins neuronaux distincts. L'illusion vient d'un contenu bien expliqué. La compétence, elle, exige de se confronter à l'action et de ressentir la résistance de ses propres limites. Cette résistance n'est pas un échec. C'est elle qui vous façonne. Waitzkin décrit son parcours comme un investissement permanent dans les bases, par la pratique pure, loin de toute intellectualisation stérile. Il raconte avoir passé des heures sur une seule position d'échec, non pour l'analyser, mais pour la ressentir intimement, par un contact direct et prolongé. Car la frontière entre la théorie et l'intuition ne se franchit que par l'action. Et celui qui comprend cela transforme radicalement la répartition de son temps. Moins d'observation, plus d'action. Moins de consommation, plus de construction. Moins de préparation, plus de pratique. Le grand philosophe stoïcien Sénèque avait compris ce principe 2000 ans avant l'étude des voies neuronales. Il écrivait « Pendant que nous reportons à plus tard, la vie s'écoule, car nous reportons l'action. Peu importe ce que vous apprenez aujourd'hui, réduisez immédiatement la part de consommation pour passer à l'action. Si vous passez 8 heures à regarder des tutoriels pour 2 heures de pratique, inversez tout. 2 heures d'apprentissage, 8 heures de tentatives réelles. Ces tentatives seront plus chaotiques et frustrantes que la simple observation. C'est exactement le but. Le chaos, c'est l'apprentissage. Cette friction, c'est votre cerveau, créant des connexions qu'un écran confortable n'offrira jamais. Si vous êtes prêt à construire plutôt qu'à consommer, écrivez ci-dessous « Je le fais ». J'apprends. Je progresse. Deuxièmement, la règle des 80-20. Trouvez les 20% qui produisent 80% des résultats. Chaque facette d'une compétence n'a pas la même importance. C'est l'une des vérités les plus constamment sous-estimées sur l'apprentissage. Et c'est pourquoi 2 personnes peuvent passer le même temps sur un sujet et atteindre des niveaux de compétences totalement différents. L'une a appris l'intégralité du programme, l'autre a d'abord appris l'essentiel. Chaque compétence, aussi complexe et intimidante qu'elle paraisse, repose sur un petit groupe d'éléments clés qui produisent la majeure partie des résultats. Les techniques fondamentales sur lesquelles tout repose. Le vocabulaire de base qui, une fois maîtrisé, ouvre les portes de toute la discipline. Ces mouvements élémentaires maîtrisés tôt et en profondeur rendent chaque geste complexe accessible plutôt que mystérieux. Ce sont les principes fondateurs qui, compris en profondeur et non en surface, permettent à toute la complexité environnante de se résoudre d'elle-même. Voilà les 20%. Et celui qui les identifie et les maîtrise avant de continuer bénéficie d'un avantage immense sur la personne qui commence sagement par le début du programme et avance dans l'ordre établi par un créateur soucieux d'exhaustivité plutôt que de vitesse. Car ce programme a été conçu pour être exhaustif, pas pour apprendre vite. Les manuels et les cours abordent tout, car ils ignorent ce qui comptera vraiment pour vous. Ils s'adressent à un public immense, ce qui signifie qu'ils ne conviennent à personne en particulier. Mais votre apprentissage n'a pas à être généraliste. Il peut viser précisément les composants essentiels qui vous donneront un maximum d'efficacité en un minimum de temps de pratique réel. La méthode pour dénicher ces 20% est d'une simplicité déconcertante. Trouvez un expert chevronné dans votre domaine et posez-lui cette question précise. Si vous deviez tout recommencer depuis le début avec votre savoir actuel, sur quoi vous concentreriez-vous en premier? Et pourquoi? La réponse à cette question révèle presque toujours les 20%. Ce secret que chaque professionnel chevronné aurait voulu comprendre bien plus tôt. L'élément qui, une fois maîtrisé, assemble toutes les autres pièces du puzzle au lieu de les laisser éparpiller. Maîtrisez-le d'abord profondément avant de poursuivre. Laissez cette base vous offrir l'élan nécessaire pour rendre la suite plus fluide, plutôt que de tout assimiler en même temps et de stagner dans la frustration. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe dans mes pensées ou mes actes, je changerai avec joie. » Cette volonté de modifier votre méthode d'apprentissage face à une meilleure option est en soi l'une des plus grandes forces de l'esprit. Et choisir de cibler puis de maîtriser profondément ces 20% d'abord est infiniment plus efficace que de suivre passivement l'ordre arbitraire qu'un autre a établi pour vous.
Troisièmement, la lutte n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve absolue que vous apprenez. Dans son livre « L'art d'apprendre », Josh Waitzkin évoque ce qu'il nomme la zone d'inconfort. Loin de la zone de confort où tout est facile et connu sans aucun effort cérébral, et loin de la zone de panique où le défi dépasse vos forces au point de paralyser toute progression. La zone d'inconfort. Cet espace précis situé juste au-delà de ce que vous maîtrisez déjà. Là où l'effort demandé est sincère, rude et déstabilisant, et où l'issue de chaque tentative reste profondément incertaine. Cet espace austère, bien que difficile à habiter, est le seul terreau du véritable apprentissage. Pourtant, la majorité des gens l'évitent et abandonnent précisément au moment où l'effort devient le plus productif. À l'instant même où le sujet résiste et exige un véritable effort intellectuel pour être compris. À l'instant où l'exercice engendre de la frustration plutôt qu'une progression fluide. Lorsque la véritable lutte s'installe et que votre cerveau vous crie que c'est difficile. Il s'arrête non par impuissance, mais parce que des années d'école de notes et d'évaluation les ont conditionnés à interpréter la difficulté comme le signal que quelque chose ne va pas, qu'ils manquent d'intelligence pour y parvenir, qu'ils s'y prennent mal et qu'il leur faudrait une explication plus limpide avant de continuer, que l'effort est un aveu de faiblesse plutôt que la preuve d'un engagement réel envers un savoir précieux. Pourtant, cette épreuve n'indique aucune anomalie. Elle est au contraire le signal le plus fiable que vous êtes sur la bonne voie. Le signe que votre esprit travaille à la limite de ses capacités actuelles. Le défi est réel, garantissant une véritable transformation intérieure, bien au-delà de la simple illusion de savoir. Waitzkin illustre cela par son parcours d'échephile, constatant que ses plus grands progrès ne venaient pas de ses victoires faciles, mais des parties les plus ardues, parfois douloureusement complexes. Ceux qui exigent un effort mental long et inconfortable pour être compris. Ceux où il ne voyait pas immédiatement la solution, devant lutter bien au-delà de sa zone de confort. Ces épreuves ont forgé en lui ce que la facilité et le confort ne construiront jamais. Une compréhension intuitive profonde, bien loin de la simple reconnaissance superficielle que produit le confort. Les scientifiques qui étudient l'apprentissage appellent cela la difficulté désirable. Ces défis qui semblent bien plus durs sur le moment, mais ancrent les connaissances à long terme. Et développent une réelle compétence, contrairement aux raccourcis faciles qui vous rassurent aujourd'hui, pour mieux s'effacer demain. Le chemin le plus exigeant est presque toujours le plus efficace. Non pas dans ce que vous ressentez en le parcourant, mais dans la compétence réelle que vous bâtissez à chaque heure d'engagement total. Celui qui accepte cette lutte, qui choisit délibérément de s'installer dans cette zone d'inconfort, et s'y maintient sans reculer, vers la sécurité construit de véritables connexions neuronales que la facilité n'aurait jamais pu éveiller. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Face à l'effort d'apprendre, votre réaction est le choix le plus crucial pour acquérir un véritable talent. Allez-vous voir cette lutte comme un échec pour fuir vers le confort, ou comme le signal le plus fiable que votre cerveau progresse, vous poussant à persévérer? La première option crée des esprits lents, qui stagnent très vite. La seconde force des esprits vifs qui continuent d'évoluer quand tous les autres ont abandonné. Si vous êtes prêt à voir l'effort comme le moteur de votre croissance, écrivez-le en commentaire. Lutter, c'est grandir. 4. La répétition espacée. Votre cerveau oublie selon un rythme prévisible, et vous pouvez utiliser ce cycle pour mémoriser à tout jamais. Voici ce que l'école ne vous a jamais appris sur votre mémoire. Vous oubliez les choses de manière totalement prévisible. Ce n'est ni le hasard, ni l'importance de l'information, ni votre volonté qui décide. Tout cela suit une courbe théorisée depuis plus d'un siècle, que la plupart des étudiants combattent sans le savoir. La courbe de l'oubli révèle qu'après avoir appris une nouveauté, vous en oubliez près de la moitié en un seul jour sans révision. Puis le déclin se poursuit les jours suivants jusqu'à ce que la majeure partie de ce savoir devienne inaccessible. Ce n'est pas un défaut de votre mémoire. C'est le fonctionnement d'un système conçu pour ne conserver que l'essentiel. Votre esprit ne garde pas ce qu'on ne lui demande jamais de retrouver. Il efface ce qui n'est pas stimulé car stocker de l'inutile a un coût énergétique réel. Pour faire comprendre à votre cerveau qu'une donnée est précieuse, vous devez la réactiver juste avant qu'elle ne s'efface. Y accéder à des moments précis lui prouve que cette connaissance vous sert régulièrement et qu'elle mérite de rester disponible. C'est cela, la répétition espacée. Et c'est l'un des principes d'apprentissage les plus puissants qui soient, car il s'allie au rythme biologique de votre mémoire plutôt que de lutter contre lui.
Pourtant, la majorité des gens étudient exactement à l'inverse. Ils condensent toute leur révision en une seule session intensive. Ils lisent un chapitre, le relisent, puis le parcourent une troisième fois d'un seul coup. Ensuite, ils passent à autre chose et n'y reviennent que sous la contrainte d'un examen. Cette méthode crée une illusion de maîtrise qui s'évapore très vite. Votre cerveau n'a reçu qu'un seul signal massif au lieu de rappels espacés prouvant un besoin durable. Mieux vaut réviser la matière à des intervalles de plus en plus grands. Une première fois peu après la découverte quand c'est encore frais. Puis le lendemain quand l'oubli commence déjà à faire son œuvre. Puis 3 jours après alors que les souvenirs s'estompent. Et enfin 1 semaine plus tard. Chaque révision doit cibler ce moment précis où le souvenir s'efface sans avoir totalement disparu. C'est ce timing parfait qui fait la force de cette méthode. Réviser trop tôt est inutile car vous ne faites aucun effort pour extraire l'information de votre mémoire. Vous vous contentez de reconnaître une donnée encore active. À l'inverse, réviser après un oubli total revient à tout reprendre à zéro. C'est dans cet entre-deux entre l'oubli partiel et total que l'effort de mémoire indique clairement au cerveau de conserver cette information. Exploiter régulièrement cette fenêtre transforme la quantité de vos souvenirs, mais aussi la profondeur de leur ancrage, et leur disponibilité le jour où vous en aurez vraiment besoin. Marc Aurèle relisait les mêmes principes chaque matin de sa vie adulte, non pas par oubli, mais parce qu'il savait que les valeurs fondamentales de l'existence doivent être régulièrement réactivées et renouvelées, plutôt que lues une fois et oubliées. Il pratiquait la répétition espacée sur les fondations de son propre caractère. Cette règle vaut pour chaque compétence ou savoir que vous voulez posséder durablement, plutôt que d'effleurer un court instant. 5. Enseignez ce que vous apprenez. La meilleure façon de maîtriser un sujet est de devoir l'expliquer. Il existe un test impitoyable pour distinguer l'illusion de savoir de la vraie maîtrise. Essayez d'expliquer votre sujet à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Faites-le sans utiliser le jargon technique qui vous sert de béquille pour masquer vos propres lacunes. Ne vous reposez pas sur ces termes savants et ces raccourcis de langage qui rassurent les initiés. Expliquez des principes fondamentaux avec des mots simples, de manière à ce qu'un parfait débutant sans aucune base puisse vous suivre et comprendre sincèrement. Si vous pouvez faire cela, vous avez compris. Dans le cas contraire, vous ne maîtrisez que le jargon de ce domaine, et non le sujet lui-même. Or, s'approprier des mots n'a rien à voir avec une réelle compréhension. C'est l'un des imposteurs les plus convaincants qui soit, car utiliser ce jargon donne l'illusion de maîtriser, même si votre perception réelle reste superficielle ou totalement absente. Cette nuance est cruciale pour apprendre vite. Elle révèle vos vraies lacunes avec une précision qu'aucune relecture ne pourra jamais égaler. La plupart des gens accumulent des notions sans jamais tester si leur propre compréhension est authentique. Ils reconnaissent les termes au passage et parviennent à suivre quand quelqu'un d'autre leur explique les choses. Ils croient comprendre simplement parce que les mots leur semblent familiers et rassurants. Pourtant, l'illusion de la familiarité et la vraie compréhension exigent des efforts bien distincts et créent des compétences totalement différentes. L'écart se révèle quand vous tentez d'expliquer par vous-même en cherchant à produire le savoir plutôt qu'à simplement le reconnaître. Formulez une explication grâce à votre propre logique sans l'aide d'autrui. Cet effort de création met instantanément en lumière la moindre de vos lacunes. Le moment précis où votre discours bloque, où les mots manquent et les idées ne se connectent plus, marque la frontière exacte entre votre maîtrise réelle et une simple illusion superficielle. Et ce blocage précis est votre meilleur guide. Il vous montre exactement où concentrer vos efforts, bien loin du vague sentiment qu'il faut juste réviser davantage. C'est l'endroit exact où votre savoir flanche et demande à être reconstruit sur des bases bien plus solides. La méthode est simple. Après une leçon, fermez le livre ou coupez la vidéo. Expliquez ce que vous venez d'apprendre, à l'écrit ou à l'oral, comme face à un parfait débutant. Si l'explication est fluide, votre savoir est solide. Mais si vous butez, si les mots se dérobent ou si les idées s'en mêlent, c'est qu'il reste du travail. Retournez à la source, précisément là où vous avez buté. Travaillez ce point jusqu'à retrouver votre fluidité. Puis, testez-vous à nouveau pour vérifier que la faille est comblée, et pas seulement masquée. Comme l'écrivait Sénèque, docendo discimus. En enseignant, nous apprenons. Transmettre n'est pas une simple récompense que l'on s'accorde une fois l'étude terminée. C'est l'outil majeur de l'assimilation. Sixièmement, le retour d'expérience accélère tout. Sans lui, vous ne faites que peaufiner vos propres erreurs. Josh Waitzkin décrit dans son livre la notion d'investissement dans la perte.
cette volonté de se placer délibérément dans des situations d'échec, là où des personnes plus qualifiées vont visiblement vous surpasser, exposant ainsi toutes vos limites actuelles au grand jour, plutôt que de les cacher dans le secret de votre pratique. C'est pourtant là que l'apprentissage est le plus rapide et le plus sincère. C'est l'étape la plus éprouvante mentalement et la plus souvent évitée, car solliciter des retours tôt, bien avant de vous sentir prêt et d'éviter l'embarras, exige d'accepter que l'on vous voit dans vos moments les plus faibles. Vous devez oser montrer vos failles à des experts et accepter leur évaluation aussi honnête et inconfortable soit-elle. La majorité s'en protège en s'exerçant en secret, attendant d'avoir assez confiance pour se montrer ou que le risque d'exposition paraisse moins menaçant. Ils attendent que l'écart entre leur niveau et la perfection se réduise pour que la critique soit enfin tolérable à entendre. Mais à ce stade, les mauvaises habitudes ont déjà été répétées des milliers de fois. Le faux geste est devenu naturel et les schémas inefficaces se sont ancrés comme des réflexes automatiques. Vos erreurs ont servi de pilier à tout un édifice mental qu'il faudra intégralement démolir avant de pouvoir enfin reconstruire sur de bonnes bases. Car seul le retour d'expérience transforme l'effort en véritable progrès, évitant de tourner en rond dans vos propres travers. Sans un regard extérieur lucide, s'entraîner se résume à répéter inlassablement la même chose. Et répéter une erreur sans correction extérieure ne crée pas la maîtrise, mais grave profondément sa terreur dans votre esprit. On obtient alors une incompétence assurée et ancrée, bien plus ardue à corriger que celle d'un simple débutant n'ayant jamais pratiqué. Investir dans sa propre perte, c'est choisir volontairement le chemin le plus exigeant. C'est décider d'affronter des personnes meilleures que vous, plutôt que de rester dans votre zone de confort avec vos pairs. C'est accepter d'exposer vos points faibles au grand jour, au lieu de briller sur vos acquis en masquant vos lacunes. Car c'est sous cette lumière crue que vos défauts se corrigent. Et c'est précisément là que s'opère l'apprentissage le plus fulgurant et le plus durable. En pratique, sollicitez l'avis des autres bien avant de vous en sentir capable. Dès vos premiers pas, demandez à un expert capable de distinguer le geste juste de vos balbutiements, d'évaluer vos efforts. Cherchez avec l'intention précise de repérer vos erreurs plutôt que de flatter vos certitudes. Utilisez ensuite ce retour immédiatement, sans attendre qu'une non-pratique rende la correction plus naturelle. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe, je changerai volontiers, car je cherche la vérité qui n'a jamais blessé personne. » Cherchons cette vérité dès le départ, surtout si cette vérité montre que vous faites fausse route. Car corriger le tir tôt ne coûte presque rien. Un retour tardif coûte très cher. Celui qui cherche la vérité tôt et agit progresse à une vitesse incomparable. Bien plus que celui qui protège son ego en s'entraînant en cachette avant d'oser se montrer. Si vous êtes prêt à accueillir la vérité pour accélérer votre croissance, écrivez ci-dessous « Je demande des retours, je m'améliore plus vite ». 7e principe, l'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de la séance. Protégez les heures qui suivent. Dans son livre « L'art d'apprendre », Josh Waitzkin décrit ce qu'il appelle la zone douce. Le succès et l'assimilation ne viennent pas d'une concentration rigide et forcée. Ils découlent d'une attention à la fois calme et vigilante, pleinement engagée, mais sans aucune tension. Après un effort d'apprentissage intense, votre cerveau a besoin de traverser précisément cette zone douce avant de faire face à la prochaine vague d'informations exigeantes et compétitives. Car l'assimilation ne s'arrête pas quand l'étude se termine. Votre esprit continue d'assimiler et de consolider ces données bien après que votre session active soit terminée. Les connexions neuronales se renforcent. Les nouveaux acquis s'intègrent doucement à vos structures de connaissances existantes. Les schémas qui permettront de retrouver ces informations s'établissent et se renforcent. Et cette phase de consolidation est incroyablement vulnérable aux perturbations causées par de nouvelles données complexes qui arrivent trop vite. Quand de nouvelles informations complexes arrivent immédiatement après l'étude, votre cerveau se voit forcé de rediriger ses ressources limitées vers cette urgence. La mémorisation de ce que vous venez d'apprendre est alors interrompue en plein vol. La consolidation de vos nouveaux circuits neuronaux se retrouve brutalement stoppée. Il en résulte une mémorisation bien plus faible de votre session, alors qu'il aurait suffi de préserver ce précieux moment de calme de toute distraction compétitive. Josh Waitzkin a découvert ce principe en préparant ses propres compétitions mondiales. Il a compris que les périodes de repos entre deux séances n'étaient pas des vides à combler par de la productivité. Elles étaient indispensables à l'entraînement. C'est là que l'esprit assimile tout permettant à la séance suivante de s'appuyer sur des bases infiniment plus solides. Ce repos n'a rien de passif, il est crucial.
Et sa mise en pratique est bien plus simple et puissante qu'on ne l'imagine. Protégez donc cet instant qui suit votre étude de toute nouvelle exigence intellectuelle. Privilégiez une activité qui n'interfère pas avec votre assimilation, comme une marche tranquille ou un effort physique léger. Ce mouvement léger occupe votre corps sans réclamer la concentration mentale qui viendrait perturber le travail de votre esprit. Une action simple qui permet au processus interne de poursuivre calmement son chemin jusqu'à sa pleine réalisation. Ce simple changement, appliqué dans l'heure qui suit votre étude, améliorera votre mémoire d'une manière totalement disproportionnée par rapport à la simplicité du geste. Votre façon d'étudier n'a pas changé. Vous avez simplement éliminé les obstacles à votre assimilation. Et cette simple absence d'obstacles vous permet de retenir bien plus de choses en autant de temps. Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. » Et ce que vous voulez être, c'est un esprit qui retient ce qu'il apprend, pas celui qui étudie sans cesse pour tout oublier le lendemain. Protéger cette période de calme après chaque séance est le pas le plus simple et le plus direct pour devenir cet esprit brillant. Cela ne demande aucun temps supplémentaire. Il suffit de changer votre façon d'occuper les minutes qui s'offrent déjà à vous. Personne ne vous a montré comment apprendre, mais aujourd'hui, vous savez. Ce savoir change tout, car l'écart entre celui qui s'élève rapidement et celui qui stagne n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est ni le talent, ni le dévouement, ni les heures dans une journée qui font la différence. C'est la méthode. Et cette méthode est accessible à quiconque décide de l'appliquer. Voici nos 7 principes. Arrêtez de consommer et commencez à bâtir. Car votre esprit grandit par l'action, pas par l'observation. Identifiez les 20% d'efforts qui génèrent 80% de résultats et maîtrisez-les avant d'aller plus loin. Accueillez la difficulté comme la preuve que vous progressez. Restez dans cette zone d'inconfort où réside votre véritable évolution. Utilisez la répétition espacée pour travailler avec le rythme naturel de votre mémoire afin d'ancrer vos connaissances pour toujours plutôt que temporairement. Transmettez ce que vous apprenez, car l'effort d'expliquer montre exactement où s'arrête votre maîtrise et où commence l'illusion du savoir. Cherchez des retours sincères tôt avant d'ancrer de mauvaises habitudes. Appliquez ces conseils immédiatement, peu importe l'inconfort de cette mise à nu. Protégez l'instant d'après pour laisser votre esprit assimiler sereinement ce que l'étude seule ne garantit pas. Wojtkin a passé sa vie à découvrir. Il a forgé ses principes au travers de 2 disciplines totalement opposées, partageant ensuite sa sagesse dans l'art d'apprendre. Les stoïciens ont consacré leur vie à découvrir ces mêmes principes fondamentaux pour un tout autre apprentissage, celui de vivre véritablement. Les principes restent identiques dans les 2 traditions. Agissez concrètement au lieu de vous préparer sans fin. Accueillez la difficulté au lieu de la fuir. Recherchez des retours sincères au lieu de fuir leur inconfort. Préservez les conditions d'une croissance réelle au lieu de saturer chaque instant de stimulations extérieures. En appliquant ces 7 principes avec constance à ce que vous apprenez, vous démultiplierez votre vitesse pour acquérir de vraies capacités. Pas seulement un peu. Assez pour que cela paraisse injuste face aux personnes autour de vous qui apprennent encore de manière lente, simplement parce que personne ne leur a montré la voie rapide. Le plus important aujourd'hui n'est pas de consommer passivement ce que vous venez d'entendre. C'est de l'appliquer à votre prochain apprentissage dès aujourd'hui, sans attendre le moment idéal. Car le cerveau ne crée pas de nouveaux réseaux neuronaux en recevant de simples informations sur la façon de les construire. Il les forge dans l'effort concret d'utiliser ce savoir au travers d'une pratique réelle, imparfaite et pleine des frictions inhérentes à toute action authentique. Passez à l'action dès maintenant. Si cette vidéo vous touche, au moment idéal, écrivez la seule phrase qui compte vraiment. J'apprends vite et j'applique encore plus vite. Oh, 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 oh.